de Skiganet. Donc, très rapidement, pour que vous compreniez, pour aujourd'hui, et avec ces témoignages. Skiganet, c'est aujourd'hui la première place de marché de l'intelligence artificielle qui est faite pour les entreprises. Quelle que soit votre taille d'entreprise, donc c'est un lieu où vous allez trouver, premièrement, donc, un indicateur qui en fait référencie aujourd'hui à peu près 400 éditeurs. Ce sont les 400 éditeurs donc, français qui, bien évidemment, sont classifiés par métier, par secteur d'activité, par cas d'usage, et que vous pouvez donc, directement recruter sur cette place de marché. Également, vous pourrez accéder à des conseils d'experts, donc des conseils d'experts, que ce soit des experts techniques, des conseils d'experts, bien évidemment, également. Donc tout ça, bien évidemment, des experts de la donnée, de la data et de l'IA. Donc sur cette place de marché, donc vous avez donc, premièrement trois différents services que vous avez activés. Un service s'appelle le diagnostic innovation. Donc je vais avoir le plaisir d'offrir 3 diagnostics innovation et bonne nouvelle, ces diagnostics sont offerts donc, aux gens bien sûr intéressés, donc, mais également donc, possible pour les gens qui sont en ligne, qui m'entendent j'espère maintenant. Donc voilà, à la fin, donc, vous pourrez mettre votre nom, on vous indiquera donc, la procédure pour pouvoir gagner ce diagnostic innovation. Et je ne vous en dévoile pas plus, je vous dis simplement que c'est une démarche de conseil qui permet d'identifier le projet donc, à fort valeur ajoutée. Donc voilà. Deuxième sujet en termes de services. Donc cette place de marché donc, vous permet donc, de recruter donc, avec des critères qui sont votre secteur, votre métier, et de trouver la meilleure solution. Donc sur les services, je vous ai parlé du diagnostic, et j'en parlerai à la fin d'ailleurs de cette présentation, de la recherche de solutions, et bien évidemment de conseils d'experts en ligne, donc que vous pouvez activer pour une demi-heure d'échange sur un sujet bien précis. Donc voilà pour cette plateforme. Alors en fait, la question que vous devez vous poser, c'est aujourd'hui, donc est-ce qu'il y a, on parle un petit peu partout dans la presse, est-ce que réellement c'est juste un effet de mode ou vraiment est-ce que c'est une vague de fond? Et je voulais juste vous présenter quelques chiffres. Donc, les chiffres parlent par eux-mêmes. Les chiffres parlent par eux-mêmes. Donc, vous avez aujourd'hui un marché qui est annoncé, donc multiplié par 10 dans les 5 années qui sont 2020-2025. On est juste au début de cette période. Et en fait, les chiffres sont bien là. Donc, tous les spécialistes vous le disent. Et vous avez aujourd'hui, en termes de start-up, plus de 5000 start-up dans le monde. Et la France est loin d'être la dernière, puisqu'elle est un des pays européens les plus actifs sur ce secteur en termes de start-up, puisqu'on a plus de 500 start-up. Et surtout, plus de 68 laboratoires de recherche en France qui ont une dizaine de milliers de chercheurs qui sont sur la data et sur l'IA. Donc, c'est pas une mode, c'est réellement une tendance de fond qui va aujourd'hui intégrer toutes les entreprises, mais on voit les investissements d'ailleurs très lourds qui sont faits sur les différentes plaques au niveau du monde. Et donc, en fait, aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sont impactés. Et quand on passe en revue juste quelques secteurs, par exemple le domaine de la santé, vous avez énormément de solutions pour de diagnostic, pour de la télémédecine, dans le commerce, si vous avez affaire un jour à un conseiller virtuel, on en parlera tout le monde, vous avez des solutions de prédiction des ventes, j'analyse les risques par rapport à mes capacités à octroyer un crédit. Sur le transport, vous avez donc évidemment tous encore envie de parler de la voiture autonome, mais des solutions également d'IA autour des offres comme les Uber, les Lyft, etc. Sur la partie industrie, on parle beaucoup d'industrie 4.0, il y a énormément de solutions, que ce soit de la maintenance prédictive, que ce soit de l'optimisation des stocks, que ce soit donc, bien sûr des robots qui optimisent le contrôle de la chaîne de valeur. Et puis sur l'environnement, on retrouve des bâtiments intelligents, l'optimisation des pondages, par exemple des eaux ou de la piscine. Donc voilà, c'est juste quelques exemples
pour vous dire aujourd'hui que tous les secteurs donc, sont concernés par l'adoption du numérique. Et alors, quand on parle bien sûr de tous les secteurs, aujourd'hui notre sujet c'est la relation client. Et la relation client, vous avez trois grands domaines donc, sur la relation client, donc, qui sont bien évidemment de capacité que l'on apporte. Le premier, c'est évidemment le service client. Quand on parle de service client, en général, un service client de qualité, on pense tout de suite réactivité. Si j'ai un service de qualité, je dois avoir un service qui est très réactif. Et quand on dit réactivité, on dit bien sûr capacité d'analyser des données donc, en temps réel avec des volumes très importants, capacité d'automatiser par exemple des mails, donc du volume de gestion d'arrivée de mails très important, capacité d'optimiser mon parcours client, mais aussi bien sûr agent conversationnel. Et là, on va avoir un exemple donc, par vidéo qui va être présenté, donc, où vous verrez concrètement ce que l'on peut faire donc, avec ces agents conversationnels au service client, bien sûr. Deuxième sujet qui est le cœur du marketing, donc, bien évidemment le ciblage. Donc, comment l'IA peut m'aider à personnaliser donc, mes campagnes, à individualiser même ma démarche, donc, et également donc, à recommander des produits potentiels. Donc ça, c'est un sujet important, parce que le ciblage, c'est toute l'efficacité. Donc, troisième domaine, pardon, le domaine de la base client. Donc, quand on dit base client, donc souvent, on a un sujet de connaissance, de la connaissance client. On a souvent des données dormantes sur ces clients que l'on n'analyse jamais et que l'on n'optimise pas. Donc, alors que ces données pourraient permettre de prédire les prospects qui vont être le plus potentiels attirés par mes offres et donc que je vais pouvoir convertir. Donc ça, on aura également un exemple très intéressant donc, pour l'optimisation des données CRM donc, que l'on présentait la société. Donc voilà, donc je vous invite à travers ce parcours de ces trois cas clients, à commencer par Didou. Donc je vais inviter donc Katia. Voilà, je vais inviter donc Katia, Lilian et François Rémy à venir témoigner et à vous expliquer donc tout ce que l'on peut faire avec des agents conversationnels. Bonjour à tous, je suis Katia Lilian, juste en préambule pour démarrer, Gartner annonce que d'ici 2024, on a 30% de l'expérience digitale avec les marques, ce sera via des algorithmes. J'ai dit, ça fait 12 ans qu'on aide les sociétés à mettre en place des agents conversationnels automatisés pour, d'une part, accroître la satisfaction de l'utilisateur, que ce soit des collaborateurs ou des clients, mais aussi évidemment pour les aider à optimiser leur coût. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est parler de vidéo de façon très light, plutôt via justement le visage des clients. Aussi, en vous citant une étude que l'on fait tous les ans à peu près, depuis 2017, auprès de publics de professionnels, pour savoir comment justement ces outils conversationnels pénètrent le monde de l'entreprise et comment les clients les utilisent et quelles sont les perspectives. Ce qui est intéressant, c'est les tendances. Tout ce qu'on fait, c'est que cette étude, tous les ans, on commence à avoir un historique de chiffres assez intéressant pour vous montrer comment cette tendance évolue. Juste en deux mots, on est un éditeur de logiciels, bien évidemment. On est aussi propriétaire de notre NLP, Natural Language Processing. Et nous, on croit bien évidemment en IA, mais dans un cadre déjà d'apprentissage supervisé, puisque il est extrêmement important quand on touche notamment au domaine des relations clients, qui est aucun des avantages des pitchs qui peuvent être faits. On fournit donc à la fois ce métier, mais aussi un logiciel qui s'adresse au métier, puisqu'on a besoin d'être développeur pour pouvoir travailler avec notre solution. Elle est simple d'utilisation, elle permet en même temps d'être extrêmement puissante. Vous verrez dans le cadre du cas d'usage, mais je souhaite maintenant rentrer directement dans quelques-uns des résultats de cette dernière enquête, qui a été faite donc terrain en avril, auprès de professionnels du marketing et de la relation client. Et pour la première fois, avant on s'intéressait plutôt aux fonctions de chatbot, pour la première fois on a étendu un peu le sujet sur l'univers du self-care en général. Puisqu'en fait, il y a de plus en plus d'outils
qui permettent aux clients non seulement de trouver de l'information, mais de plus en plus de gérer des tâches qui les intéressent dans le cadre de relations avec nous. Donc, cette enquête est faite auprès de 300 professionnels du marché. On souhaitait tout d'abord savoir si les interlocuteurs savaient ce que c'était que le CFTR et comment les différents outils s'y positionnaient. La bonne nouvelle, c'est que 8 des interviewés sur 10 savent très précisément ou à peu près ce que c'est que le CFTR, on a été travaillé en tout cas, et ont positionné les différents outils que vous voyez ici, le groupe qui n'a pas forcément mentionné, pour savoir aussi quelle était la pénétration de ces outils, à la fois aujourd'hui, mais aussi en termes de perspective, c'est-à-dire ceux qui avaient des projets pour les installer. Donc, les FAQ, vous le savez, évidemment, c'est probablement le plus ancien, mais d'ailleurs, il aussi. Mais quand on regarde la partie des chatbots, donc ici vraiment des agents conversationnels qui recourent à ces technologies, aujourd'hui, on a déjà 25% des répondants qui les ont installés et 27% pour les projets de faire. Donc, on compare cette étude-là, qui est les directeurs marketing, avec une étude qui avait été faite en 2017. On a 10 points de pénétration en plus en termes d'installation et de projet. Après, si l'objectif n'a pas bougé en 5 ans, on est toujours à 10 sur 10. Par contre, ce chiffre en termes de est-ce que ce produit répond à mes attentes en termes de réalisation, 94%, c'est très fort. Ceux qui pratiquent la relation client savent que plutôt obtient des chiffres aussi forts, plutôt satisfaits. Et c'est aussi un chiffre qui a beaucoup progressé par rapport à 2017. Après, les raisons, elles sont assez simples, mais c'est bon de le rappeler. Tout simplement, ça permet de garder le client, et cela 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le gros avantage d'un chatbot, c'est qu'il est là tout le temps. Il va nous répondre à tous les utilisateurs de façon immédiate. Il va permettre aussi de donner des réponses homogènes, mais pas forcément si facile à obtenir dans différents secteurs, extrêmement vite et avec des précisions. Un petit point par rapport à l'environnement qu'on vient de vivre. Cette étude, on l'a faite l'année dernière auprès des professionnels RH, tout à fait pour les questions de la relation salariée. Mais quand on a fait le terrain en plein milieu de la crise sanitaire, on a pris l'opportunité de savoir si les outils étaient particulièrement pertinents dans des situations confinées. On avait bien évidemment l'intuition, parce que c'est un outil qui est particulièrement souple, puisqu'en temps réel, vous pouvez changer. Vous pouvez déjà repérer les préoccupations de cibles, et vous pouvez surtout, bien évidemment, y répondre. Du coup, on a posé exactement la même question cette année dans le cadre de la relation client, et le pourcentage est pratiquement le même, 69-70%, donc près des 2 tiers qui vraiment considèrent que ce type d'outil est particulièrement utile en période de crise. Alors là, bien évidemment, la crise sanitaire, mais si vous pensez à d'autres types de problèmes, des approvisionnements, des réseaux sociaux par exemple, ça peut être extrêmement utile de pouvoir répondre à vos clients à la journée. Le dernier slide sur lequel je vais passer, c'est le cas d'usage, parce que bien évidemment, c'est ce qui vous intéresse au plus haut point, le domaine de la relation client. Alors, sur cette question-là, bien évidemment, les répondants pouvaient sélectionner plusieurs réponses, donc je ne sais pas si ce qui est intéressant, c'est que d'une part, parmi les réponses proposées, on s'aperçoit qu'on a des pourcentages relativement forts, surtout les items, même si celui qui se dégage en priorité, c'est la recherche d'informations. Sur les autres, on s'aperçoit que du coup, ce type d'outil est de plus en plus présent au sein du parcours et dans le cadre du business des entreprises. Alors, sur la recherche d'informations, c'est assez simple, je vous donne quelques exemples. C'est plus l'expression. On a un bot qui s'appelle Inès, qui va vous conseiller sur le café, sur les différents types de machines, aussi vous avez un choix et là, on est vraiment dans des logiques de conseiller clientèle. Mais quand on passe sur des problématiques de e-commerce, comme les CPF et souligné, on s'aperçoit que les bots peuvent aider aussi, par exemple, dans le suivi de la commande. Aujourd'hui, on est capable de faire des liaisons entre les chatbots et des outils de livraison qui nous permettent immédiatement d'interroger bien le bot avec un numéro de colis et de savoir où on en est. Et puis, ça va aussi au-delà, jusqu'au SAV, puisque à partir d'un simple code d'erreur sur un appareil d'électroménager, par exemple, vous allez pouvoir être assisté par le bot dans une démarche de service qualité. On a un exemple chez STB, qui est un assureur dans le cadre
grands distributeurs de produits d'électroménager et d'électronique. Il y a d'autres cas qui sont extrêmement intéressants aussi, c'est tout ce qui va concerner des clients, pour le coup, qui vont être amenés à devoir consulter des éléments qui leur sont personnels. Quand on couple un chatbot avec un outil de SI spécifique, ça peut être du CRM, par exemple, on va être en capacité, par exemple, de leur donner le solde de leur compte bancaire. Donc, c'est des outils qui peuvent être extrêmement utiles. Et puis, enfin, un dernier cas d'usage, dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, par exemple, si vous couplez avec d'autres technologies comme le RPA, vous allez être capable de faire des transactions complètement automatisées, type une annulation ou un changement de réservation. Donc là, on est vraiment dans un cadre où il n'y a plus d'intervention humaine et tout se fait à partir d'une interface en langage naturel, extrêmement simple, qui permet à l'utilisateur d'aller jusqu'au bout de sa transaction. Ce sont que quelques cas d'usage. Vous allez avoir la totalité des résultats de l'étude qui est disponible sur notre site web. Et on va rentrer maintenant avec François dans un cas précis d'utilisation du bot. Et je pense que je peux passer par le petit. Alors, déjà, je vais présenter rapidement. Aujourd'hui, je suis chef du service client du site. Je fais les parties. Le service client a pas mal d'activités à gérer. Et puis, dans quelques années de ça, en fait, j'étais plutôt dans la relation digitale. C'était en plein essor chez Total Energy, qui est voilà, c'est par la partie réseaux sociaux, la chat, la messagerie dans l'application. On avait à l'époque un million de clients et on avait quand même pas mal de questions qui se posaient sur comment mieux gérer les prises contraintes, que finalement les valeurs ajoutées pour nos clients, mais les valeurs ajoutées pour nous en tant que service client, que ce soit les conseillers gérer des questions de notification de règles, d'enjeux de construction, qui fassent les meilleures choses qu'on peut rencontrer. Donc on travaillait déjà avec Guidou, puisqu'on avait lancé des chats. Et naturellement, quand on a commencé à parler de chatbot, la solution Guidou se posait facilement pour nous, puisqu'on pouvait trouver des solutions le chat et le chatbot. Donc c'est super cool. Donc on a lancé le chatbot en 2016. Et l'idée, c'est que on a commencé avec une cinquantaine d'intentions de sources. C'est un peu planté sur plein de choses au début. On imaginait des choses que nos clients, en fait, n'avaient pas du tout envie d'avoir. Ce qui est intéressant avec la solution Google, en fait, c'est qu'on a trois objectifs. Le premier, on l'a dit, c'est l'hyperdisponibilité. En 2024, c'est 10%. Aujourd'hui, c'est 20% de conversations qui sont faites sur la carte. C'est vraiment important. L'idée, c'était d'avoir à la fois trois axes, l'aide à la navigation, ce qui n'est pas facile. Total Energy, on est un espace client très riche, de plein de fonctionnalités transactionnelles ou informationnelles. Maintenant, ce n'est pas forcément un espace client que les clients consultent tous les jours, l'électricité, le gaz. Et l'idée, c'était de se dire, les aider à naviguer avec une logique d'aide et de redirection facile. Donc, c'était optimiser la transaction des fonctionnalités basiques qu'on proposait dans le cas, plutôt que le contact client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était de se dire que on devait aussi mieux utiliser l'escalade dans le conseiller. L'idée, c'est de se dire que si on a trois services aujourd'hui qui gèrent le service client sur le chat, du service client généraliste et des ménageurs du technique. Vous était tout de suite d'assurer via l'intention du client une escalade rapide vers les bons services, comme on le fait aujourd'hui sur la vie téléphonique et là, l'idée aussi, c'est de se dire qu'on n'a jamais le client qui sort rien, c'est-à-dire qu'on est chez nous pour envoyer un formulaire vers un formulaire transactionnel ou un formulaire. Et le dernier point aussi qu'on avait, c'était en réalité le plus important, c'était comment faire le légitimement du contact. Et aujourd'hui, on est à peu près à 4 contacts sur 10 évités sur 10 conversations. Donc c'est déjà un bon début, sachant que en fait, aujourd'hui, on n'est que dans le conversationnel et tout c'est le transactionnel, on se dit qu'ils sont capables de faire des actions conseillées directement. Donc on est passé de 300 conversations en 2016 à 2000 par jour.
donc les vins, une fonctionnalité qui est morte depuis longtemps, qui vont éviter un appel sur le client pour le on est en permanence dans l'enrichissement, avec, et ça c'était la force de Disney pour nous, la capacité à vraiment personnaliser les réponses. Quand on dit personnaliser, c'est utiliser soit des informations disponibles dans l'espace client pour les donner par le date au client. Par exemple, la plage des heures, la date des prochaines factures, ou le seul va payer par exemple. Ça, c'était l'ordre social, et surtout, on personnalise les réponses en fonction du segment. C'est-à-dire que grâce à la solution de ligne, on va intégrer le mode de facturation suivant, le mode de paiement, c'est-à-dire qu'en fonction de l'intention qui pourra être primaire ou non contrat de la facture, on pourra déterminer une réponse différente en fonction de notre segment. Donc ça veut dire que c'est là où en fait on descend vraiment de la facture, parce qu'on est vraiment déjà dans une personnalisation de la réponse. Et voilà, effectivement, on est toujours en permanence dans comment utiliser de nouvelles intentions. Par accident, on a intégré sur une page de connexion d'espace client alors que ce n'est pas prévu. Voilà, on a toute cette partie qui essaie de travailler en connecté et non connecté. De l'actualité. Comme vous savez, on a changé de marque, on a les études d'énergie, donc il faut alimenter les études questions sur cette partie-là. Le sanitaire, on est également obligé à intégrer certaines notions liées à la crise et comment on a utilisé globalement, l'idée, c'est que le petit très simple, c'est captcha. On a besoin de développeurs pour alimenter un utiliser en fonction de début. C'est le développeur, mais on a à faire vraiment des connaissances complexes parfois. Et c'est facile, c'est vraiment user-friendly, et c'est vrai qu'il y a même un côté ludique dans la création de connaissances. Ça, c'était un petit peu pour les paillettes, mais c'est vrai que c'est à l'énergie, en fait, la relation client devient vraiment importante. Chaque jour, on est sur le terrain pour améliorer le client. Et l'IA, en fait, fait partie de ça. L'IA, on l'utilise aujourd'hui sur la partie de chatbot, on l'utilise aussi pour les conseiller. L'idée, c'est qu'on a gagné régulièrement des prix sur les parcours électroniques. Ce qui est important de savoir aujourd'hui sur notre chatbot, c'est qu'on a 95% de compréhension. C'est vraiment à tous les scopes de questions clients, même les plus minimes, donc les panneaux photovoltaïques, on a fini par voir le chatbot est capable d'y répondre. Et le dernier sujet qu'on a aujourd'hui au cours, ça va être de connecter notre chatbot qui sont notre site web sur notre application mobile, et on va tester sur nos solutions aussi. Ça va donner aujourd'hui à tester l'utilisation de l'IA sur notre connecté. Merci. Professeur, vous allez vous asseoir. On va prendre 2 minutes quand même pour vous expliquer, parce que c'est aussi un petit peu l'objectif avant de laisser la parole à tous les éditeurs. Vous avez soulevé conjointement 2 sujets très intéressants et qui sont en relation avec les capacités de l'intelligence artificielle, c'est l'interconnexion de données. Vous avez dit en fait que vous avez la capacité à la fois à vous connecter en APA ou CRM ou en mobilité sur la présentation. Donc, je voudrais comprendre si vous avez la possibilité. Est-ce que vous utilisez concrètement l'intelligence artificielle pour ça? Ou est-ce que c'est à travers les solutions vidéo? C'est les solutions non, c'est vraiment les solutions vidéo qui permettent de nous donner pour les fournir à nos clients. Après, c'est mal, une type de gestion de l'eau, une interconnexion entre les stades de chatbot et le chat, des outils. Voilà, et en fait, aujourd'hui, la partie effectivement IA, elle est vraiment une bonne sur la partie chatbot. Par quelqu'un, donc la partie IA, c'est une partie importante, je vais voir plus la précision un petit peu, donc technologiquement, déjà, après, j'ai donné une question. Non, mais très clairement, la manière de faire ces choses, c'est l'objectif, c'est que les moteurs de recherche déjà été conçus
avec des algorithmes qui vont être capables de repérer des calculs de distance et surtout qui vont permettre à nos utilisateurs de faire de l'apprentissage supervisé. Encore une fois, on a été pionniers dans ce domaine-là, disons, entre-temps, ils ont pu se payer quand même des systèmes de conduire, des systèmes technologiques assez récents. À partir du moment où on a une utilisation de business, on ne peut pas se permettre de faire la même chose. Donc, il est très important pour nous d'avoir une technologie qui permet à nos clients de maîtriser aussi la technologie locale. D'accord. Alors, une deuxième question rapidement, beaucoup de directeurs marketing, de journalistes, qui nous écoutent aujourd'hui. On oppose aujourd'hui la voix et les chatbots. On voit bien qu'il y a apporté des fonctionnalités supplémentaires à la voix et les chatbots. Comment vous travaillez sur cette compétence? Nous, on considère que c'est complètement complémentaire. D'ailleurs, ça fait partie de notre offre. Les équipes vont faire des définitions par des callbots à partir du moment où c'est téléphone et des voicebots à partir du moment où on a une relation complètement utilisée. C'est pas si simple que ça parce que typiquement sur un texte, c'est que vous allez pouvoir donner une adresse web dans une fenêtre de chat, là vous devez le faire à la voix, et pas des images qui sont choses, donc c'est encore relativement urgent. Maintenant, le callbox, ça se développe bien, ça se développe beaucoup, ça permet, typiquement, on a un cas dans le domaine de l'assurance qui permet de faire de la prise d'accident, la déclaration d'incident en dehors des horaires jugés, et donc de permettre à nos agents de directement communiquer argumentaire de traiter ce sujet-là. Donc pour nous, c'est vraiment un sujet complètement complémentaire. On sait que c'est un sujet qui intéresse les marques, hein, parce que dans la même étude, on a posé la question pour savoir quel était le niveau d'intérêt par rapport à la voix dans tout ce qui était une reconnaissance du langage naturel. Et 93% des répondants ont estimé que c'était un sujet intéressant. Donc pour nous, c'est complémentaire, ça fait partie de l'offre que l'on développe pendant les années à venir, et c'est une des zones d'investissement qu'on a en termes de R&D. Merci Peter. Voilà, on va passer maintenant à la définition expert. Donc c'est le deuxième pilier présenté par Sylvie. Donc le marketing relationnel, donc la IAM, voilà, a présenté sa solution. Et puis après, je crois qu'on a l'intervention de M. Porte, le marketing de West France. Bonjour à tous. Je suis François Tanner, je m'occupe chez D-Aim, chez D-Aim du pôle client, de tous nos clients. Je vais vous présenter très rapidement ce qu'on fait, mais ce n'est pas le sujet. J'ai surtout essayé de passer très rapidement la parole à Olivier, qui est en visio, lui aussi, ayant des obligations professionnelles. D-Aim, c'est quoi? C'est une entreprise qui marie deux choses, qui sont, à notre sens, absolument essentielles. D'un côté, un moteur d'intelligence artificielle qui a été construit par des experts du marketing client, de scoring et d'analyse de la data. Donc, on confie à l'intelligence artificielle ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire l'analyse, les calculs, tous ces éléments-là. Puis, on laisse de l'autre côté, c'est pour ça qu'on a dans notre logo 2Z de notre papillon, on laisse à l'être humain ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire la créativité, l'inventivité, etc. L'intelligence artificielle est intelligente que pour la partie calcul. Ce qui nous intéresse vraiment là-dedans, c'est de marier les deux. La charge pour les mathématiques de faire des maths, la charge pour l'être humain de faire de la philosophie dans le sens. C'est la philosophie générale de l'entreprise. Pour simplifier et pour résumer ce que propose D-Aim comme solution avec ses différents clients, ça propose finalement de partager entre l'inventivité, c'est-à-dire la création d'une multiplicité de possibles, une multiplicité d'opportunités de contact possibles, qui mélangent à la fois des objets, des offres, des canaux, etc. Et ça, c'est vraiment le domaine de l'être humain. On dit aux entreprises avec lesquelles nous travaillons, mais arrêtez de faire des campagnes. Arrêtez. C'est pas le sujet. On va pas tous écrire parce que c'est la rentrée, parce que c'est l'été. On est là pour dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un à l'instant? Alors, si vous me souhaitez un anniversaire, quand Speedy me souhaite, quand Speedy me souhaite un anniversaire, je dis non monsieur, ça ne m'intéresse pas. Et si le même Speedy me dit il neige à Lyon, j'ai une promo sur l'échelle, ça m'intéresse. C'est toute cette idée-là. Et donc du coup, on va travailler en fait avec les équipes marketing sur qu'est-ce qu'on peut raconter. C'est quoi le champ du possible? Alors évidemment, ça peut être commercial, ça peut être informationnel, ça peut être relationnel. Par exemple, juste à la sortie du confinement,
Rien n'était plus malin que les retailers qui ont dit aux membres du programme de fidélité, j'ouvre jeudi, mais j'ouvre le matin que pour vous. C'est ça qu'on invente. C'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. C'est là qu'est la créativité marketing. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, on va confier à l'intelligence artificielle ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire quel est le meilleur possible pour cet individu-là, celui-là, pour François aujourd'hui, à l'instant. Il va choisir entre les éléments sur lesquels, qui sont pointés en orange ici, sur lesquels François n'est pas éligible. Il n'a pas le profil, c'est pas son sujet. Il va choisir ensuite, il va dire, ben ça, c'est possible, c'est éligible, mais c'est pas pertinent. C'est vraiment pas le moment. Il n'est pas à Lyon. Il y a un certain nombre d'autres possibles qui sont, oui, on a pu dire ça, on lui aurait dit si on avait fait une campagne. Il aurait vraiment dit ça. Voilà. Et à la fin de l'histoire, il va dire, bah, écoutez, on va choisir le plus pertinent à l'instant donné pour ça. Tous les jours, je vais passer la parole à Olivier, mais tous les jours, chez des gens comme Leclerc, je donner un deuxième exemple, on nous dit 2 millions d'adresses. 2 millions d'adresses toutes les nuits. Sur ces 2 millions d'adresses, le lendemain matin, il n'y a peut-être que 30 000 possibles. Et on se permet avec ce genre d'outil, et c'est là que l'intelligence artificielle a de la force, c'est de dire, bah, je me perds de pas écrire. Ce ne sont pas ça. Parce que j'ai écrit hier, parce que j'ai écrit le exemple, etc. Et c'est ça, toute la force de cette chose. Alors, on travaille dans pas mal de domaines, on travaille finalement dans tous les domaines qui ont un point commun. Et tous ces domaines-là ont un point commun, c'est qu'ils sont tous digitalisés, premièrement. Ils travaillent tous avec le grand public, c'est des éléments très importants. Ils sont tous sur la fréquence. S'il n'y a pas de fréquence, s'il n'y a pas de fréquence de contact, évidemment, hein, si on travaille par exemple avec les lunettes à flou, changer de lunettes tous les 2 ans, ça n'a pas de sens. Mais si on travaille avec les lentilles de contact à flou, c'est ce que raconte tout ça. Olivier, alors on va essayer de te connecter. C'est à toi, je te laisse la main. On a implémenté Diem depuis maintenant 6 mois. Pourquoi? D'abord, l'ambition qu'on avait, c'était d'aller mettre le maximum d'allocation marketing au bon endroit. Et comme j'avais pas la capacité d'avoir un responsable marketing derrière chacun de mes abonnés, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution. On travaille avec Diem depuis maintenant près de 5 ans chez Ouest France, et la solution la nouvelle solution Diem avec de l'intelligence artificielle qui permet finalement d'automatiser les points de contact nous ont paru très séduisants, même si elles nécessitent une grande vigilance de notre part. Donc l'enjeu pour nous, c'était de dire on a aujourd'hui 70 newsletters d'information, ce qui nous fait, en tant qu'éditeur, sans doute le plus gros producteur de newsletters. On a quantité de sollicitations possibles pour développer l'usage. L'usage aujourd'hui pour un média, c'est capital. Et on n'avait pas de règles d'attribution. Et donc, on a construit avec Diem, et on est en train de construire avec Diem des règles d'attribution, avec comme principe d'objectiver ça en fonction de règles de gestion. Et ça doit permettre à la fois de maximiser le nombre de lecteurs sur le média, de convaincre le lecteur de devenir abonné, et même ceux qui ne deviennent pas abonnés, je les aime quand même, et puis de les garder très longtemps en leur faisant vivre une expérience abonnée qui va leur permettre de passer, d'interagir avec nous, de contribuer, et de passer d'un média d'information à un média de conversation. Tu veux décrire la solution qui a été mise en place? La confiance n'exclut pas le contrôle, hein. Donc on s'est dit on va le tester sur une base de 50%. Donc on a aujourd'hui 3 millions d'inscrits, à peu plus de 500 000 abonnés sur la seule marque Ouest France. Et donc, on a fait un A/B test assez classique, hein, assez chronophage, hein, puisque ça a été coûteux, puisqu'il a fallu reproduire les mêmes schémas qu'on avait avant, et en plus d'implémenter Diem. Mais ça nous a permis de prendre confiance dans la solution. Et à partir du mois de septembre, on va déployer Diem, puisque le débriefing qu'on a fait au mois de mai nous a convaincus on va dire de
l'efficacité de la solution. Mais la solution, elle est efficace de notre point de vue, non seulement parce que en indice, on est supérieur à ce qu'on fait en manuel, mais aussi parce que très clairement, c'est une révolution culturelle pour une direction marketing. Alors ça fait très plaisir à Diem quand je le dis, alors je vais le redire parce que je le pense vraiment, mais moi j'ai la chance d'être aussi le directeur commercial du groupe Ouest France, et donc le directeur marketing, et quand je suis arrivé chez Ouest France il y a 5 ans, j'ai implémenté une Rolls-Royce qui s'appelle Salesforce. Et on me disait, mais non, c'est pas forcément nécessaire, on a des habitudes, ça marche bien. Je dis, non, nous, on va mettre Salesforce. Et Salesforce a totalement changé la vision de la direction commerciale et des responsables commerciaux, qui sont une petite centaine chez Ouest France. Et je pense que Diem a la même capacité, ce n'est pas encore le cas, hein, mais à transformer la direction marketing de Ouest France pour réallouer les ressources autour du marketing produit. Et marketing produit chez Ouest France, c'est tout simplement l'interaction avec la rédaction. Le produit, c'est toute l'information qu'on est capable de donner avec de la vidéo, avec de l'audio, avec de l'écrit. Et puis, c'est toute l'interaction qu'on a avec le lecteur aussi. Et l'idée, c'est ça, c'est de remettre les ressources marketing à la fois en interaction avec le lecteur et avec la rédaction, sans avoir à s'occuper, on va dire, des ciblages et de qui doit recevoir. Je mettrai juste une petite bémol que vous comprendrez aisément, c'est que l'outil permet aussi de débrayer et de rendre obligatoire des messages type informationnel, on va dire quasi liés à la démocratie, hein, qui sont des newsletters ou des prises de parole de la rédaction que nous, on juge être dans le contrat de lecture de Ouest France et donc qui doit être envoyé à chacun des 3 millions de lecteurs de Ouest France. Donc la solution le permet aussi. Écoute, merci pour ça. Ce qui paraît intéressant à souligner ici, c'est que dans ce que vient de nous proposer Olivier, nous, on se situe vraiment entre deux éléments essentiels. On n'est pas là pour capter de la data, c'est pas compliqué, d'autres gens font ça très bien, d'autres moins bien. Mais nous, on est là pour se nourrir de toute l'information, j'ai cliqué, je vais cliquer, ça ne pas etc. Tout ce genre d'éléments. Et ensuite, on va être capable d'activer les outils, de livrer tout ça aux outils d'activation marketing, les newsletters, les touches, les machines, etc. Ce que dit Olivier est extrêmement important, c'est que on a continué à associer l'être humain avec l'intelligence artificielle, et on peut réellement déroger. Il y a des arbitrages, c'est une chose, on laisse la machine arbitrer, mais on a aussi pour injecter des contraintes à cette notion d'arbitrage, et puis l'exemple de tout à l'heure, d'une information qui pousse à tout le monde, d'une ouverture du magasin, de ceci, de cela, on peut vraiment quand même déroger, parce que merci l'arbitrage, merci l'intelligence artificielle, mais nous, on a envie de faire autre chose, et nous, être humain, on décide de pousser. Et ça, c'est un outil qui est autour de ça et est relativement souple. Est-ce que tu peux nous partager, Olivier, quelques éléments sur les résultats? Oui, bien sûr. Je dirais que ce qui est aussi intéressant, c'est que avec l'outil Diem, alors on aurait pu le faire sans, mais ça a été une opportunité, c'est les fameuses règles d'attribution, hein, qu'on connaît bien avec nos amis de Facebook notamment, hein, de savoir comment on attribue et à qui on attribue finalement, nous en l'occurrence, l'acquisition d'un lecteur ou l'acquisition d'un abonné. Ce qu'on peut voir, c'est le chiffre additionnel de plus 2% effectivement, et on a fait plus 7 en nouveaux clients, en sachant qu'on a intégré chez nous, y compris les ventes d'abonnements qui sont opérées en physique. Donc on est vraiment aujourd'hui dans un outil qui est capable de scanner l'ensemble des canaux, y compris les canaux physiques. Sur la gestion de la pression commerciale, ce qui est étonnant et vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas, pour le même nombre de clients finalement, quand on regarde les taux d'ouverture, notamment sur les push et les emails, hein, on s'aperçoit que pour avoir la même impression, on a réussi à solliciter 20% en moins de lecteurs. Et donc, ça rend sans doute pertinent
Je dis bien sans doute parce que, encore une fois, on est en train de travailler sur les qualis, hein, mais ça rend sans doute pertinent les sollicitations. Hein, et comme le disait mon ancien patron, on n'est jamais intrusif quand on est pertinent. Ce qui fait que ça, c'était le deuxième élément fort. Et puis après, effectivement, on a un gain de productivité qui est conséquent chez nous, hein, puisque c'est l'équivalent de 2,4 ETP. Alors, il faut savoir que précédemment, en fait, on utilisait la solution de l'entreprise Inbox, qui n'était autre que Diem, hein, avec un outil de ciblage qui s'appelait DeepRedict. Et donc, ces personnes-là, finalement, aujourd'hui, elles ont été réallouées à d'autres, on va dire, d'autres prestations et notamment le marketing produit. Donc, je dirais que on a à la fois effectivement créé plus de valeur, on a optimisé notre pression commerciale et on a gagné. Alors, on a réduit en tous les cas les allocations de hommes et femmes sur le ciblage. Et au-delà de ça, de mon point de vue, on est en train de transformer la direction marketing vers, encore une fois, plus tourner lecteurs, donc clients, certains pour vous, et donc plus lecteurs et plus rédaction. Moi, j'avoue que je suis venu à Rennes pour découvrir et pour travailler avec une rédaction. Et donc, je veux que mes équipes travaillent avec les rédactions. Et le temps gagné, il permet de passer plus de temps avec la rédaction pour leur expliquer ce qu'attend le lecteur, pour essayer de voir comment on peut s'améliorer et se transformer avec la rédaction. Et toujours dans un principe qui est que la mission d'Ouest France, hein, qui appartient à une association, c'est informer et mettre en relation les communautés. Alors, merci Olivier. J'ai une question effectivement qui est valable, je pense, à la fois pour l'éditeur et pour Olivier Porte. Alors on va la pousser tout de suite à Olivier Porte. Dans un monde cookieless, IDless qu'on annonce, comment vous voyez évoluer vos investissements marketing sur ce marketing relationnel et précisé? Je suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, mais la question était comment vous voyez évoluer les investissements financiers, marketing, c'est ça? Voilà, marketing relationnel. Dans un monde sans cookies. Dans un monde sans cookies. Écoutez, alors nous on a une petite particularité, hein, c'est que on pense vraiment que la RGPD et le cookieless c'est une opportunité parce que ça doit pouvoir générer de la confiance. Donc le monde sans cookies quelque part c'est de permettre et de développer avec nos lecteurs une relation de confiance autour du mode connecté. C'est-à-dire que la vie sans cookies, oui, la vie sans un mode connecté, ça me paraît plus compliqué parce que on retomberait à ce moment-là dans ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec des contributions, des commentaires sans intérêt et souvent d'une violence qui correspond pas aux valeurs du journal dans lequel je travaille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les allocations, les budgets qu'on a aujourd'hui, qui sont très conséquents, hein, on a la chance d'être dans un journal qui va bien, hein, donc c'est à noter, on a des budgets qui sont très conséquents et aujourd'hui, ces budgets ils sont tournés effectivement sur le développement de l'usage. La clé, c'est le développement de l'usage. Et le développement de l'usage passe par faire comprendre et rendre utile que nos lecteurs se connectent, parce que quand ils sont connectés, eh ben, ils ont des fonctionnalités, des contributions, des échanges avec la rédaction qui sont beaucoup plus importants dans une relation de confiance où il sait à qui il parle, c'est-à-dire que on incarne plus le journal en permettant d'accéder aux journalistes et les journalistes, eux, ne doivent parler à des gens dont on est capable de tracer qui ils sont. Et c'est ça la relation de confiance qu'on développe. Donc on a beaucoup d'investissements là-dessus. Bien sûr, on a des investissements pour transformer ces lecteurs en abonnés, mais je dirais que on passe d'un sujet qui est l'internaute, qui moi m'intéresse pas beaucoup,
au lecteur lecteur connecté, du lecteur connecté au lecteur abonné, du lecteur abonné au lecteur ambassadeur qui va viraliser et dire à ses amis, mais vous pouvez vivre sans Ouest France, mais qu'est-ce que la vie est plus sympa avec Ouest France, dans une vision où on veut avoir 25% de taux de pénétration sur les 12 départements et bien au-delà, hein, puisque aujourd'hui, Ouest France, c'est le premier quotidien francophone au monde. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement pour conclure, non, par rapport Très rapidement, moi j'adhère évidemment énormément à ce que vient de dire Olivier, c'est le visiteur unique, on s'en fout, pardon de dire, parce que ça n'a pas de sens. Ce qui nous intéresse, c'est le visiteur connecté, c'est le client connu et le client optime. Et pour nous, c'est absolument essentiel, on ne peut rien faire d'intelligent, que ce soit artificiellement ou physiquement, si on connaît pas les gens. Donc, ça sert à rien. et c'est une volumétrie des données et vous, l'investissement en intelligence artificielle. Donc, on va vous remercier pour votre présentation. On va passer à la dernière présentation expert. Tout à fait. Alors, j'ai beaucoup aimé le début de la présentation de François. On parle d'intelligence artificielle, il y en a qui font de la philosophie, il y en a qui font des maths. Nous, on fait des maths pour que vous puissiez faire les kilos. Concrètement, on vient nettoyer les données clients, nous parle François. Alors, on travaille sur deux typologies. Si vous allez sur le site d'Unify aujourd'hui, vous verrez qu'on parle beaucoup des données produits d'e-commerce, parce que c'est notre focus et notre mantra du moment. Mais on vient du monde du CRM. Et d'ailleurs, on va parler de sujet CRM avec Alexandre tout à l'heure. Mais voilà, le constat qu'on a fait quand on s'est lancé il y a 3 ans avec les associés Pierre et Maximilien, c'est qu'on est passé d'un monde où la donnée produit était un truc que personne ne regardait, à un monde où dans un monde de marketplace et d'e-commerce, ça devient un petit show, un objet chaud que les clients regardent parce que quand vous êtes en ligne, vous êtes toujours à un clic de votre concurrent. Et puis quand vous êtes en magasin aussi, parce que en fait, tout le monde peut voir son téléphone et aller sur Amazon et comparer le prix du téléphone que vous regardez à la FNAC avec celui qui est sur l'e-commerce ou sur Amazon. Ça, c'est le premier constat qui est très e-commerce. Le deuxième constat qui est le mien, avant de lancer une page de l'implémentation de CRM, c'est que quand on a installé Dynamics dans la boîte où j'étais à l'époque, moi j'étais venu pour faire de l'atelier user, des ateliers pour construire, trouver les bonnes features, les adapter. J'ai passé 2 mois à faire du nettoyage de données à la main, parce que garbage in, garbage out, et qu'il fallait bien que quelqu'un se fasse le boulot, de trouver les doublons, d'enrichir les fiches, si on voulait que les investissements marketing qu'on faisait, l'investissement dans le logiciel qu'on allait faire soit rentabilisé. Et la réalité du marché aujourd'hui, c'est que quand vous êtes un professionnel de la donnée qui fait 80% de votre temps à la télé, quand vous êtes un marketeur ou un commercial, ça peut aller jusqu'à 30%. C'est énorme. La raison, elle est simple. Les clients vivent, ils déménagent, les produits, c'est pareil. Les gammes changent, se renouvellent. Une base de données, il y a 15% de ce contenu qui se dégrade chaque année, tout seul, sans que vous ne puissiez rien y faire. Or, je ne vais pas revenir là-dessus, mais stabiliser les données, c'est l'heure de la guerre. C'est Mathieu Collet, dans l'histoire, qui m'a dit ça en rendez-vous client dernièrement. Pourquoi? Pour bien identifier nos clients, pour pouvoir bien leverager DM, pour enrichir les données, pour bien suivre les parcours, pour optimiser les campagnes. Ça, c'est côté expérience client, enfin côté données clients, et tout ce qui est données produits, fluidifier le boarding de vos fournisseurs. Mais aujourd'hui, on utilise beaucoup de failles pour nettoyer automatiquement toutes les données des produits qui rentrent chez Intersport, chez GDMAT. Pour améliorer la search, si vous voulez que vos clients restent sur votre site, il faut qu'ils puissent trouver leurs données en moins de 2 secondes dans votre moteur de recherche interne. Pour optimiser les moteurs de recommandation aussi, ça sert à rien de proposer des chaises à quelqu'un qui vient acheter du spray pour nettoyer son ordinateur. Et puis pour optimiser le contenu même des fiches, avoir la bonne valeur de d'étanchéabilité d'un spot du jardin, la bonne mesure, la bonne mesure Wi-Fi pour un téléphone ou pour un routeur. Et du coup, on a conçu une plateforme avec des modules d'IA qui sont spécialisés sur les tâches, parce que l'IA omnipotente n'existe pas. Et donc, on a un modèle par problématique pour pouvoir rapprocher des catalogues entre eux ou des référentiels entre eux, et dire telle colonne chez machin, ça correspond à telle colonne chez truc.
pour catégoriser des produits ou catégoriser des clients. Et dire, bah, ça, c'est une perceuse électrique. C'est pas une perceuse. Donc, je vais la ranger dans perceuse électrique, perceuse, outil de réglage. Dire, bah, ça, c'est un HR. C'est pas un décideur, surtout pour tout ça. Il n'a pas un comportement de décideur. Pour normaliser la donnée. Donc, dire, Rétif fait ça, Rétif SAS, Rétif, en fait, c'est le même compte. Extraire des attributs, aller lire du texte riche, sortir un poids, remplir une colonne poids, dire, bah oui, 20 kg sur la description de mon produit, c'est bien un poids, je vais remplir, et du coup, ma recherche va pouvoir identifier que le poids est 20 et mon utilisateur va pouvoir le chercher. Et pour aussi faire des rapprochements, donc c'est le sujet dont on parlera avec Alexandre, pouvoir dire que François le tanneur, un seul mot, François tanneur, c'est peut-être le même client, peut-être pas. Et en tout cas, les mettre dans une même case et éviter de spammer François de 12 emails, s'il existe 12 fois dans un CRM. Voilà ce qu'on fait en deux mots. L'idée de la promesse, c'est de passer d'un catalogue comme ça, base client comme ça, à son pendant, tout beau, tout propre, et enrichi. Alexandre, je vais te présenter rapidement et puis je vais te laisser la parole. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Tu es notre deuxième client. Je pense que tu es la deuxième personne qui nous a fait confiance. Tu as commencé ta carrière à 20 ans au début du web, chez Finaref, donc, à l'époque où c'était encore Pinot 30 ans luxe. Avant de passer dans les groupes renommés comme Office Dépôt et Raja, tu es expert en marketing technique, tu as écrit 2 livres. Je n'ai plus les titres en tête, excusez-moi, mais que je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup, Jess. Donc, d'abord quelques mots surtout sur Rétif. Pour vous dire d'abord, je suis vraiment ravi d'être ici. Merci à la VTN, parce que comme tout bon marketeur, j'ai une amitié particulière pour cette belle association. Merci à Jess aussi de nous donner l'opportunité de revenir dans un monde physique, aussi de temps en temps. Rétif, c'est un vieux groupe, hein, puisqu'on a près de 60 ans d'existence. Depuis 60 ans, nous servons les professionnels et les commerçants indépendants, 650 000 en France et en Europe chaque année. Et nous disposons pour le faire d'un univers omnicanal, bien sûr avec le développement du e-commerce et notre site internet qui a beaucoup évolué depuis ces dernières décennies, mais au travers de nos magasins, plus de 100 magasins partout en Europe, notre force de vente itinérante, notre call center, enfin, tout un tas de canaux à disposition de nos clients. Et notre mission, c'est quoi alors? C'est d'équiper les commerçants et les professionnels dans un monde qui a profondément évolué et qui s'est bouleversé depuis l'arrivée du e-commerce, comme tu le rappelais. Notre conviction chez Rétif, c'est qu'il y a évidemment un avenir pour le commerce physique. On ne croit pas du tout au e-commerce. Il y a une place pour le retail physique, évidemment, sous réserve que ce retail physique se transforme. Et notre mission, c'est d'accompagner les commerçants et les professionnels dans cette transformation expérientielle des commerces et des points de vente. Et ça passe par l'agencement, le merchandising, la décoration, l'animation, etc. Tout ce type de produits qu'on peut vendre, mais au service de la réussite des points de vente physiques. Et pour faire cela, Rétif nous avons dû nous-mêmes nous transformer. Exit le cash and carry de son origine pour positionner vraiment l'enseigne et la marque comme un partenaire à valeur ajoutée qui repose sur un trinôme indissociable, les produits, les solutions de produits, le service à valeur ajoutée et le conseil, apporter du conseil pour aider nos clients à se transformer et à réussir. C'est la mission Rétif. C'est une mission Rétif que vous avez initiée très tôt, peut-être parmi les premiers clients de Miracle, parce que vous avez lancé votre marketplace en 2014, vous avez un site commerce, vous avez vos magasins. C'est pas une force de vente itinérante. Ce que je souligne par là, c'est que vous avez, si je compte bien, 5 points de contact différents. Ce qui veut dire 5 occasions pour contacter les clients, 5 occasions pour envoyer bien ou mal des messages. L'enjeu en omnicanal, il est double.
Le premier, c'est de pas dénaturer sa relation client. Encore une fois, j'ai pas envie d'envoyer des mails à François, parce que François, il va out. Je ne le retrouverai jamais. Il va aller chez le client. Mais j'ai quand même envie de suivre François. J'ai envie de savoir pourquoi il est dans le magasin, quand est-ce qu'il est dans le magasin, j'ai envie de savoir comment est-ce qu'il est sur mon site, j'ai envie de savoir qu'il est allé sur mon site en même temps qu'il était en magasin, parce que voilà, pour comparer si les facteurs, pas les facteurs, des choses comme ça. Et donc, il y a un enjeu. Il y a un enjeu à bien suivre. Pourquoi? Parce que François, il n'est pas obligé de remplir sa donnée personnelle sur mon site comme il le fait dans le magasin. Je crois que quand on est arrivé chez nous, l'enjeu c'était de rapprocher les données du site internet avec les données du magasin, et ce dont on s'apercevait, c'est que il y a des clients qui s'inscrivaient sur le site web avec leur mail perso. Et parfois, ils n'étaient pas leur vrai nom. Il y avait quand même le mail. Parfois, il était le mail pro, parfois en magasin, en fait, c'était madame qui venait à la place de monsieur. Pardon. Tout un tas de choses, tout un tas de raisons qui font on avait des doublons, vous aviez des doublons chez Natif, vous aviez des doublons qui étaient difficiles à identifier. Vous parlez de mettre en place des règles tout à l'heure. En fait, mettre en place des règles pour identifier une copie sur un email où la différence entre François et Tania, c'est parfait parce que t'as un nom composé et en fait les noms composés pour les algorithmes, c'est terrible. C'est terrible. Un nom composé pour un algorithme, c'est vrai, parce que vous avez le tanner, le tanner attaché, le tanner sans le M, donc il y a autant de raisons de faire des types de phrases quasiment que de caractères en haut. Et donc, autant de raisons d'avoir des doublons et des données qui sont fausses, et donc d'envoyer des emails en double ou des catalogues en prix, parce que vous envoyez aussi une clé. Et donc, le besoin d'avoir des moteurs qui font des rapprochements. Donc, nous, on a une chance énorme, comme le B2B, c'est de disposer d'un fichier client et de devoir remettre une facture à tous les clients, donc avoir une traçabilité des comportements d'achat de nos clients, de qui achète quoi, qui vient faire quoi, aux aléas, évidemment, de la qualité de la donnée et de ce que tu évoquais, à savoir les doublons ou les problèmes de rapprochement de clients. Donc, le dédoublonnage, c'est quelque chose de vieux comme le marketing. C'est pas quelque chose de récent. Il y a des pratiques de dédoublonnage qui ont déjà été utilisées dans le monde de la VPC, d'autres fois. Là, ici, l'intérêt, c'est c'est pas une science exacte. Donc, l'idée, c'est de gagner en permanence sur la qualité du rapprochement. Et en particulier dans un environnement bouleversé, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec plusieurs canaux, et en particulier le web et le magasin. Alors, je ne vais pas vous faire parce que c'est vrai dans toutes les enseignes, mais en plus, un client multicanal est un meilleur client. Un meilleur client au global pour l'enseigne, pour la marque, mais aussi pour chacun des canaux pris séparément. Donc, on a encore plus intérêt à recouper, à retrouver nos clients multicanaux. Et donc, chaque gain de performance sur la qualité du dédoublonnage est important à ce titre-là. Et donc, la vraie valeur ajoutée de ces nouvelles méthodologies de travail, c'est de gagner sur la qualité du travail de rapprochement qui est fait. Et d'optimiser par récurrence la qualification et le dédoublonnage. Alors, en réduisant, bien sûr, le taux d'erreur, vous considérez qu'effectivement, un doublon est en fait un faux doublon, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le rapprocher, on va rapprocher, ou alors de détecter des gens, des cas un peu atypiques, dont ils n'arrivent pas forcément à repérer avec une méthode traditionnelle. Donc, c'est un gain d'efficacité qui est recherché au travers de cette solution pour rapprocher et détecter de façon plus pertinente encore les doublons multicanaux. L'autre intérêt de l'IA, c'est qu'à la différence d'un moteur de règles, l'IA, elle apprend des ressources génétiques de son fait. Chez nous, tout est auto-apprenant. Et en fait, au fur et à mesure qu'un marketeur va valider ou invalider les rapports qui sont faits, le moteur va comprendre qu'en fait, oui, le prénom, c'est utile pour approcher un doublon, ou au contraire,
le nom de famille, je l'utilise pas dans mon sort. À la différence des méthodes traditionnelles où en fait vous devez écrire et concevoir des règles, donc imaginez toutes les erreurs possibles et imaginables que vos utilisateurs peuvent laisser dans votre système, c'est déjà pas évident, et en plus elles adapter dans le temps. Je ne sais pas s'il y a des membres de Cardiff sur l'Assemblée, mais quand nous on a commencé à travailler avec eux, ils avaient chaque année une période de maintenance et de mise à jour de moteurs de règles de rapprochement et de connexion. Il fallait mettre en pause pendant 2 mois toutes les mises en production informatiques parce qu'il fallait mobiliser 2 experts métiers et 2 experts IT pour faire le type de règles. Avec un moteur de vous avez plus ces contraintes en fait. Donc ça m'énerve tout seul. De temps en temps, je fais le type, je dois corriger. Et puis le reste du temps, donc gros gain de temps opérationnel, c'est vrai. Moi, j'ai fini. Ah, d'accord, merci à et pas merci à la ça va bien. Excusez-moi. Voilà. Non, donc très rapidement, avant de laisser la parole à Céline, on a des choses à dire en affaire un peu concret, notamment face au lien. Très rapidement, vous avez écouté donc, les avantages qu'on va un peu dans ces outils finalement grâce à l'IA. Les avantages, c'est la qualité du travail qui est fait, c'est-à-dire c'est exactement dans le positif, avec un système, comme tu le rappelais, qui est auto-apprenant, c'est-à-dire que on arrive à gagner en qualité des visionnage dès les premiers cours, mais ensuite, tour run par run, on améliore encore les taux d'exécution. Donc ça, c'est très important pour nous, puisque ça nous permet effectivement de repérer ensuite les clients, les meilleurs clients, et donc d'être beaucoup plus pertinent dans l'offre, dans les ciblages qu'on peut faire. C'est très clair. Merci pour votre intervention. Dernière partie, donc 6 minutes pour merci. C'est agréable, les applaudissements. Et donc, alors comment mettre un peu en pratique, quand on est une entreprise, on a à la fois du directeur marketing qui nous écoute, on a des responsables du digital, on a aussi des responsables informatiques. Donc comment s'y prendre? Alors, c'est une excellente question, parce qu'on vient de voir 3 cas concrets. Donc, un cas sur la connaissance client, un cas sur le marketing, un cas sur la relation et les chatbots. Donc, et en fait, on va dire, moi, dans mon entreprise, donc, quels sont les leviers et où commencer? Donc, par quoi commencer? C'est souvent la question principale que se posent les entreprises, donc, qui n'ont pas encore adopté, en fait, des solutions d'IA. Donc, la première chose, en termes de levier pour réussir. Donc, premièrement, bien évidemment, il vous faut des données digitalisées. Donc, des données digitalisées de qualité, évidemment, sachant que cette exigence, on est remplie en général par la majorité des entreprises, mais même quand on pense IA et données digitalisées, en général, l'IA, c'est pas un projet qui va, s'implémenter dans toute l'entreprise, puisque c'est des projets bien ciblés, bien précis en termes fonctionnels. Donc, il suffit que le domaine dans lequel j'implémente mon IA puisse, bien évidemment, avoir ces données. Et au cas où elle ne l'est pas, évidemment, j'ai un travail de préparation en amont sur mes data. Donc, une fois qu'on a ça, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est pas de la technique, c'est pas des mathématiques, mais ça doit être adopté et mis en place par des équipes métiers. Et surtout, en fait, quand je dis des équipes métiers, des équipes pluridisciplinaires, il faut des gens métiers. C'est eux, en fait, qui vont entraîner la data. C'est eux qui vont, au quotidien, donc, travailler avec la data. Bien sûr, il faut des gens techniques. Il faut également des gens sur le juridique. Il y a un certain nombre de sujets, de données, qui est important à travailler. Donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui donc pluridisciplinaire pour mettre en place un projet et bien évidemment, c'est souvent des projets qui engendrent des transformations. Donc, des transformations qui sont plus ou moins lourdes. Donc, ça peut être une transformation, je fais mes tâches et mes process différemment, comme ça peut être une transformation stratégique de l'entreprise. Vous avez un témoignage tout à l'heure en disant que ça a complètement changé la façon dont j'opérais mon marketing. Donc, il faut absolument dans ce sens que
bords de l'entreprise soient impactés et qu'il y ait réellement une prise de conscience de la valeur que le projet peut apporter et des changements et de la conduite du changement à mettre en œuvre. Donc, et enfin, ce sont des approches qui sont très pragmatiques, qui se font par étapes. Un projet d'IA, c'est pas un projet tunnel où on part pour des développements pendant 6 mois, 1 an, etc. Non, un projet d'IA, c'est un projet, donc on va le voir en termes d'étapes, si ma bataille a bien marché. Donc les étapes du projet IA, la première, en fait, elle est très simple, c'est déjà de trouver donc l'initiative et le cas d'usage qui va automatiquement m'apporter donc un ROI dans mon entreprise. Donc, et pour ça, il faut définir déjà sa stratégie. Est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de productivité? Est-ce que j'ai besoin de personnaliser toute ma relation client ou mes offres? Est-ce que j'ai besoin de me différencier par rapport à mes compétiteurs, etc., etc. Donc, quel est mon besoin? Quel est mon enjeu premier? C'est la première chose, donc la première question à se poser. Deuxième question, c'est sur quel domaine? Quel est, dans mon entreprise, le domaine qui a le plus peut-être de boulot d'étranglement, qui a peut-être le plus de charges de travail pour mes équipes, que je pourrais donc soulager. Donc voilà. Et est-ce que c'est le marketing, le commerce? Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est la logistique? Voilà. Tous ces domaines sont éligibles, bien sûr, à des projets d'IA. Donc, et une fois que j'ai trouvé donc, mon initiative ou mon projet, il faut que je trouve la solution. Donc, bien évidemment, très peu d'entreprises développent from scratch une solution, puisque aujourd'hui, comme je le disais, on a référencé plus de 400 solutions, donc vous en avez vu ici 3 solutions présentées, donc 3 partenaires de Spiganet qui nous fait plaisir d'être avec nous ce matin, qui nous ont expliqué concrètement ce que peut amener ces solutions. Donc le deuxième sujet, c'est dans le panorama donc très important des solutions qui existent, c'est de trouver la solution qui sera la plus pertinente pour moi, mon entreprise, mon cas d'usage, donc et mon besoin. Donc voilà. Donc ce que Spiganet fait pour vous, donc en termes d'accompagnement sur ces 2 phases qui sont stratégiques, c'est premièrement on a packagé ce qu'on appelle une offre EVIA qui intègre 3 grands éléments. Donc premièrement, une formation d'acculturation donc à l'IA, surtout pour vous faire prendre conscience de la capacité de l'IA et dans vos secteurs d'activité, quels sont les cas d'application. C'est vraiment vous faire bouger du doigt des choses très concrètes pour vous ouvrir un petit peu les champs des possibles. Deuxième sujet, c'est un diagnostic d'innovation. Et là, j'y reviens, puisque je vous ai proposé à l'arrivée ce matin de gagner ce diagnostic. Donc, je vais juste le détailler et de l'expliquer ce qu'il comprend juste derrière. Mais le principe, c'est de trouver et de sélectionner la bonne initiative que je vais lancer dans mon entreprise. Et bien évidemment, également, ça inclut une feuille de route qui va vous dire, voilà, j'ai des différents domaines dans mon entreprise que je peux équiper, par quoi je commence, comment, quelle démarche, etc. Donc voilà, donc ça, Spiganet vous offre tout cet accompagnement pour vous inciter donc, à débuter. Donc, deuxième étape, une fois que j'ai choisi donc, la solution, bien évidemment, il faut que je réalise mon pilote. Donc, le pilote, il faut qu'il fasse 2 choses. Déjà que je détermine le périmètre sur lequel je vais lancer mon projet, que j'adapte la solution, c'est-à-dire que j'entraîne la solution de l'éditeur choisi donc à mon contexte particulier client, et également que je mette des indicateurs de ROI. Et ça, c'est quelque chose d'important. Un projet d'IA doit apporter un ROI immédiat. Et une fois que j'ai fait ça, que mon pilote s'est réalisé, donc que j'ai pu constater des gains de productivité, donc, dans ce cas-là, évidemment, je peux déployer mon projet dans mon entreprise. Donc, je peux élargir le périmètre, je peux mettre une opération de conduite du changement, parce qu'en général, il y a toujours. Et puis, je peux confiner les indicateurs de KPI de mesure ROI. Et sur tous ces sujets-là, donc, Spiganet a l'opportunité de vous accompagner, donc, à travers 2 phases qui sont le pilote IA et le projet IA. Et notre accompagnement est très simple, c'est au côté, bien sûr, des éditeurs que l'on intègre, c'est apporter donc de la conduite du changement, de l'organisation, du pilotage de projet et bien évidemment les fameux constructions d'indicateurs KPI de mesure du ROI qui se fait. Donc, et bien évidemment, on est capable aussi d'accompagner, donc réfléchir avec vous sur des projets sur mesure. Donc voilà sur ce sujet-là. Alors on revient donc au dernier sujet. Donc, pour vous et pour toutes les personnes qui sont encore connectées avec nous pourront également en bénéficier.
Donc, le fameux diagnostic innovation, donc, en quoi cela consiste? En fait, il s'agit d'un questionnaire en ligne qui a été construit avec une dizaine d'années d'expérience de consulting derrière, qui permet donc, de notre côté, une fois que vous avez rempli bien sûr ce questionnaire, de vous livrer 3 radars. Donc, un radar qui va vous indiquer quels sont les efforts à faire pour mettre en œuvre de l'IA dans votre entreprise, par rapport à votre culture, par rapport à votre organisation, à vos process, etc. Qui va vous, deuxième radar, qui va vous livrer la stratégie qui a le plus de valeur pour vous, pour trouver en fait la solution. Est-ce que c'est une stratégie de productivité? Est-ce que c'est une stratégie de différenciation, etc., etc. Et troisième élément, quel est le secteur dans mon entreprise par lequel je peux commencer qui pourrait m'apporter immédiatement un résultat. Donc c'est le troisième radar. Et bien évidemment, on vous fait une restitution d'analyse et on vous propose donc des initiatives de mise en place de solutions et d'éditeurs. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, donc pour les gens qui sont en online pour avoir accédé à ce diagnostic d'innovation gratuit, je vous propose de mettre vos noms et prénoms dans le chat. Donc on va donc directement les collecter. Et pour les gens qui sont en présentiel, vous avez une fiche de satisfaction, d'enquête satisfaction, sur laquelle on vous pose la question si vous êtes intéressé par le diagnostic. Donc vous les rendez à la fin. Donc, et vous cochez la case oui, si vous l'êtes. Et voilà. Et on aura le grand plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet et de vous guider dans vos projets. Et dernier sujet, donc bien évidemment, j'en parlais en présentant la plateforme, la place de marché tout à l'heure. Donc, une recherche de solution. Vous avez peut-être un projet déjà dans votre tête précis ou un sujet qui vous embête et que vous aimeriez automatiser ou optimiser et vous vous dites j'aimerais connaître la solution sur le marché. Et dans ce cas-là, bien évidemment, vous pouvez nous contacter, on peut faire la recherche pour vous, ou vous pouvez directement aller sur la plateforme et faire une requête. La première requête est gratuite, et les suivantes, bien sûr, sont payantes. Mais voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis, rappelez-nous si vous avez besoin. Donc, voilà pour vous terminer sur cette mise en pratique et comment s'y prendre. Les présentations sont accessibles, le replay, c'est la méthode digitale sera accessible. L'accessibilité pour l'organisation de cet événement, voilà. Merci à l'EPEN, je crois que l'EPEN encore des événements jusqu'à la fin juillet. J'ai eu le plaisir d'animer à la fois en physical et en ligne, enfin en physique et en ligne, cette matinale, et je vous donne rendez-vous sur le site de la l'EPEN pour suivre les autres événements. Juste pour la suite des événements, puisqu'on a proposé donc ce diagnostic innovation. Donc, j'informe tous les participants en ligne ou en présentiel, donc ils seront rappelés, donc qui ont évidemment, donc qui sont intéressés par le sujet, ils seront rappelés demain par nos équipes. Voilà. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin. Voilà, merci à tous. Au revoir.